Bien, bonjour à tous et merci d'être encore venus si nombreux pour cette... on est là combien? La 5e séance de discussion ici au Carreau du Temple Faire le Présent. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur et une grande émotion de recevoir Henri Leclerc. Henri Leclerc, il est avocat. Vous avez prêté serment en 55. Donc vous avez en décembre 55, donc vous avez 62 ans de barreau, vous êtes toujours avocat. Vous êtes une des grandes figures aussi de la gauche, de la question de réflexion critique sur la prison, sur la police, sur la pénalité, sur le droit des étrangers, sur les migrants. Vous avez été président de la Ligue des droits de l'homme. Et vous avez publié chez Fayard ce livre qui s'appelle La parole et l'action, en début d'année, en septembre, qui est vos mémoires, on peut dire, qui traverse votre trajectoire de votre enfance, vos études de droit, vos engagements et les différents types de procès dans lesquels vous êtes intervenu. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent quand on lit votre livre. Et ma première, c'était un peu une question un peu générale sur le rapport de l'avocat à la question de la justice. Parce que quand on vous lit, quand même, l'une des choses qui est frappante, c'est la quantité de peines et de peines de prison que vous voyez des gens prendre, que vous défendez. Parfois, vous obtenez des relax, des acquittements, bien sûr, mais en général, les gens sont condamnés. Et vous prenez, dans votre trajectoire, vous avez dû prendre des milliers et des milliers de peines de prison qui cumulaient comme ça. Et c'est vrai qu'en vous lit, on est de plus en plus effrayé, je ne sais pas, par la quantité de la répression. À un moment, vous dites une chose très belle, vous dites, peut-être une chose qui me frappe le plus, c'est pas la justice des causes, c'est l'injustice de la répression. Et donc moi, la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on peut être un avocat heureux ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on gère ça, le fait d'être confronté en permanence à des gens qui sont victimes de l'accusation, qui vont en prison ? Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas s'habituer à chaque fois au scandale et à la dureté que représente le système pénal et le fait de juger et d'enfermer des gens ? Je crois qu'il faut le porter. Et la question de l'injustice est évidente, elle est au cœur de tout cela. Le problème n'est pas tellement de déterminer ce qu'est la justice, c'est toujours très difficile. Mais en tout cas, l'injustice, c'est quelque chose qui nous marque. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'avocat ? L'avocat, il va essayer d'obtenir quelque chose qu'il croit juste. Alors d'abord, il y a les cas dans lesquels on réussit. C'est-à-dire les cas dans lesquels des gens risquaient des peines énormes et puis ne les ont pas. Bon, ça c'est déjà beaucoup et c'était particulièrement sensible au moment où la peine de mort était requise, par exemple. Mais, donc, on a quand même, on gagne quelquefois, on gagne. Pas toujours tout, on n'a pas forcément des acquittements dans chaque affaire qu'on plaide, mais on en a. Et puis surtout, on essaye de faire au mieux, c'est-à-dire de faire en sorte que on est moins que ce que réclame l'accusation, on est moins que ce que les gens, l'opinion souhaiterait qu'il y ait. Il y a tout un combat à mener pour que l'injustice soit la moins grande possible. Bon. Et donc, alors c'est vrai qu'il y a des fois on sort désespéré. Bon. Et on sort désespéré, et c'est vrai que c'est dur quelquefois, parce que, l'avocat, c'est un échec, mais c'est pas seulement un échec, c'est un échec qui concerne en plus directement quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un pour lequel on a plaidé. Et c'est vrai qu'il y a des fois c'est difficile. Mais dans l'ensemble, on fait un métier d'abord. Oui. Et dans l'ensemble, il faut digérer tout ça. Alors, je le dis souvent quand je parle à des jeunes avocats, je leur dis, vous allez sortir désespéré. Il y a des fois, c'est effrayant. Moi, je me souviens d'une fois où je suis allé vomir dans la Seine parce qu'il y avait des voitures qui étaient garées sur le bord de la Seine. Bon, c'était insupportable. Et puis, le lendemain, vous avez une autre affaire qui arrive, ou le surlendemain, ou 3 jours après, et un certain temps après, c'est vrai que vous êtes comme tout le monde, vous avez oublié le moment difficile, et puis vous êtes dans un combat, un nouveau combat. Et c'est ça le problème. Vous savez, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a il se trouve que j'ai lu beaucoup ces derniers temps Thierry Lévy, dont vous parlez beaucoup, qui est un des grands avocats aussi de la seconde moitié du XXe siècle. Et vous avez parlé du fait que parfois on gagne, et lui, il dit, un avocat, ça gagne jamais.
Il dit un avocat, ou ça perd, ou quand ça gagne, en fait, ça rétablit juste quelque chose de légitime, mais que l'État a distordu par une accusation fausse. Et au fond, un avocat, ça peut jamais gagner. Ça perd ou ça rétablit quelque chose que l'État a créé comme injustice. Ben, je reconnais bien la Thierry Lévy, qui n'était pas un grand optimiste, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui était un ami, un type formidable. Mais, comme dit, on a rétabli les choses, c'est ça gagner. C'est ça gagner. Alors, il y a des fois où on fait plus, c'est-à-dire qu'on réussit à avoir ce qui paraissait inespéré. Mais il y a des fois où on a réussi. Bah, oui, mais moi je suis content quand je rétablis les choses. Thierry ne l'était jamais, lui. C'était jamais assez pour lui. Oui. Et alors, l'une des choses qui est très, importante dans votre livre, à mon avis, et dans la question du métier d'avocat, c'est que vous parlez toujours de l'avocat comme métier, avant tout. Et il y a une des choses à ce moment-là qui se pose et qui est quand même très, très importante, c'est dans quelle mesure est-ce que parce que vous avez quand même beaucoup défendu et été pris par les mouvements de gauche, par la question que vous appelez les gauchistes, par des grévistes, par des syndicalistes, par des gens qui vendaient la cause du peuple, enfin, des choses comme ça. Et vous avez toujours un rapport un peu ambivalent avec la question de la défense politique. L'une chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, par exemple, il y a une histoire qui est très belle, qui est un attentat ou une attaque qui avait été fait contre un syndicat, le lieu du patronat des mines, et que des militants maoïstes l'avaient incendié en représailles d'ouvriers qui avaient été tués dans un accident du travail dans les mines du Nord. Et vous dites qu'une grande partie des gens veulent faire là une défense politique sur la question des conditions de travail, mais que vous pensez qu'il faut quand même plutôt plaider juridique. Et ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, c'est parce que moi, je suis beaucoup impliqué dans des mouvements sociaux aujourd'hui, et une question se pose, c'est quelle est la légitimité et la force de la défense politique? Et est-ce qu'on peut dire que vous avez toujours plutôt une forme de retrait par rapport à l'efficacité de la défense politique? Alors, je crois que la défense politique, j'en ai fait pendant un certain nombre d'années dans ma vie, et ça a été une espèce de socle à un moment donné, je dirais pendant 10-15 ans. D'abord, il y a une première chose, c'est que vous avez un procès dont les fondements sont politiques. Mais quel est le rôle de l'avocat? Et je raconte dans ce livre que j'ai découvert un jour, je ne sais plus où d'ailleurs, une lettre que Lénine envoyait aux bolcheviks qui étaient poursuivis. Et il leur disait, voilà ce qu'il faut dire à vos avocats. Il faut dire, voilà, vous vous battez contre l'accusation, vous vous battez contre les témoins, contre le procureur, ça, mais ne vous avancez pas sur le terrain des idées. Les idées, c'est nous. Nos actions, c'est nous. D'abord, c'est le premier point. Je crois que l'avocat n'a pas à voler la défense de son client. Son rôle principal à l'avocat reste quand même dans ce qu'est sa fonction juridique. Alors, n'exagérons pas, il y a des fois où, bien sûr, on ne peut pas ne pas défendre les motivations, j'y reviendrai tout de suite, mais le rôle de l'avocat, c'est d'abord de défendre juridiquement. C'est en cela qu'il peut gagner. Et une affaire politique que l'on gagne sur le plan juridique, elle est gagnée. Et je racontais effectivement cette affaire des gens qui avaient mis une bombe au Houillères de France à la suite d'un grave accident dans les mines, etc. Et les gens disaient, non, ce qu'il faut, c'est faire un procès sur la condition des mineurs, sur la silicose, sur les conditions effroyables dans lesquelles on travaille dans ces mines, l'imprudence et la négligence des Houillères de France. Et moi, je disais non. Ils nient les faits. Ils disent que c'est pas eux. Et notre principale victoire sera de montrer que l'accusation est injuste dans ses fondements même. Et ça, c'est un peu le rôle de l'avocat. Mais bien sûr, dans les affaires politiques, on ne peut pas ne pas arriver de temps en temps sur ce que sont les motivations politiques de ceux qui sont là, pour essayer de trouver un chemin qui serait un chemin qui ferait que les magistrats, qui sont soucieux de défendre l'ordre social quelquefois, et en tout cas, comprennent quelque chose. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont infliger la peine, ou même ils voient effectivement ce qu'est l'importance de la faute qui a été commise, comment tout cela s'incarne dans des actions, pourquoi cela s'incarne dans des actions, quelles sont les raisons de ces actions. Et alors,
c'est vrai que dans ces périodes, je disais que il faut réussir à faire comprendre un certain nombre de choses dans la logique de notre droit. Alors, dans la logique de notre droit, moi, il y a quelque chose qui me va très bien, c'est les textes de la Déclaration des droits de l'homme, évidemment, puisque je me suis battu toute ma vie là-dessus. Mais il y a plus que cela. Il y a la logique révolutionnaire qui existe quand même, qu'on le veut, dans le fondement même de la République. Elle est là. Et c'est vrai que combien de fois j'ai cité... alors évidemment, citer Robespierre, vous allez dire, oui, mais même si Robespierre, les gens trouvent que c'est pas quand même ce qu'il a fait, c'est pas terrible, mais en même temps, il fait quand même partie des grands hommes de la République. Et donc, on peut essayer de trouver des liens entre les motivations de ceux qui agissent à un moment et aussi ce que sont les fondements de la République, qui ne sont pas à ce moment-là l'essentiel de la préoccupation de l'accusation. C'est intéressant parce que de fait, moi, une chose qui m'a frappé, je vous le dis avec mon cœur, et c'est pour ça que moi, vous incarnez quelqu'un que j'aime beaucoup, que je trouve très important, c'est que vous incarnez une forme de force subversive, je dirais pas du conservatisme, mais de conserver les valeurs à la base du système. En gros, cette idée que c'est pas en étant en opposition radicale avec le système qu'on va le mettre en défaut, mais en étant fidèle aux valeurs fondamentales qu'il doit porter, qu'on pourrait arriver à le faire vaciller et à le rendre un petit peu moins injuste. Mais vous savez, il y a un principe fondamental, c'est le droit. Il y a un grand professeur de droit qui s'appelle Charbonnier qui a écrit un livre qui s'appelle Le flexible, le droit flexible. C'est une bonne idée. Mais je dis même que le droit, il peut être subversif quand on va dans ses fondements. Rien n'est plus subversif que le rapport de la Déclaration des droits de l'homme, prenons ça parce que c'est plus simple, avec le droit répressif. Enfin, il y a par exemple, il y a 4 ou 5 articles, mais le premier, on ne peut être condamné, tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché. C'est quand même quelque chose qui c'est presque subversif. Deuxièmement, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Deuxièmement, nul ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Donc le formalisme étant une garantie de la liberté, c'est une idée qu'on peut développer, mais c'est une idée qui, quand on l'applique concrètement dans une procédure, est évidemment une idée très forte parce qu'elle a des implications extraordinaire, c'est-à-dire de montrer que lorsque les formes n'ont pas été respectées, ce n'est pas seulement une erreur, c'est une atteinte aux principes fondamentaux de la République. Ne condamner les gens, l'article 8, qu'à des peines prévues par la loi, bien sûr, quand même le principe de la non-rétroactivité de la loi est inscrit, mais surtout à des peines strictement et évidemment nécessaires. Vous imaginez toute la force qu'il y a là-dedans. Quant à l'article 9 sur la présomption d'innocence, on en parle tous les jours. C'est-à-dire que vous avez là un certain nombre de principes fondamentaux qui, pour défendre les plus violents quelquefois, peuvent néanmoins être pris parce qu'ils sont jugés par des gens qui sont obligatoirement dans la logique de la République. Et il faut toujours ramener cela. Et il est évident que le problème de la peine strictement et évidemment nécessaire offre l'avocat un très large champ d'appréciation. Oui, mais comment est-ce qu'on explique ça parce que ça, c'est très vrai. Et ce qui est très beau, c'est que dans le droit, il y a déjà beaucoup de choses très, très subversives. Et par exemple, c'est vrai qu'on parle des peines, mais quand on parle des peines pour assassinat, bon, on peut condamner à 30, mais on peut condamner à 2 ans avec sursis, si on veut. Absolument. Dans le droit, on peut déjà faire il y a l'excuse de nécessité pour un pauvre qui vole, ça existe, et les juges s'en saisissent très, très peu, les procureurs, évidemment, jamais. Donc la question, c'est comment ça se fait qu'on soit dans des républiques où les gens qui incarnent le droit, c'est plutôt les avocats qui sont une profession libérale, plutôt que les juges et les procureurs qui, en fait, ne sont pas fidèles à cette idée républicaine. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs logiques. Alors, c'est vrai que la première logique, c'est que vous avez un acte criminel, ne prenons même plus tellement le caractère politique, vous avez un acte criminel qui a été commis, alors, bien sûr, la première chose, c'est est-ce qu'il a été commis ou est-ce qu'il n'a pas été commis. Là, il y a tout un problème qui est un problème de raisonnement, de réflexion, de preuve, de qualité de la preuve. Bon, tout ça, l'avocat, c'est son métier. Et puis après, quand les faits ont bien été commis, il va y avoir un problème d'appréciation de la peine. Et l'avocat va parler, alors surtout quand ce sont des affaires de cour d'assises, par exemple, il va parler à des jurés en même temps qu'il parle aux juges. Comment, sans entrer dans des débats philosophiques sur ce qu'est la peine,
réussir à faire sentir à des juges et à des jurés ce qu'est la fonction de la peine, pourquoi ils vont condamner, et quelle est donc la peine strictement et évidemment nécessaire dans une affaire pareille. Alors, c'est vrai que, bon, dans une vie d'avocat, on évolue quand même. Il est évident que les arguments que j'employais dans ma jeunesse étaient souvent des arguments de colère. C'est pas forcément, ça peut être utile, mais pas tellement. C'est pas engueuler le juge n'est pas forcément une bonne façon d'obtenir son indulgence. Ce que fait Dupond-Moretti aujourd'hui, par exemple. Attendez, ce que fait quelquefois, oui, mais réussi aussi. Donc, oui. Chacun fait avec ce qu'il a, vous savez. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie, j'ai beaucoup essayé de trouver les mots pour expliquer aux jurés, mais aux juges aussi, ce qu'est la fonction de la peine, la raison de la peine, pourquoi dans cette affaire il faut effectivement avoir un rapport à la peine qui soit un rapport qui ne soit pas le rapport de la répression absolue. Pour quelles raisons? Bon. Et là, il y a un champ qui est un champ très vaste, qui est un champ qui est ouvert à l'avocat. C'est le champ, c'est la défense de quelqu'un. Et c'est une question qui se pose quand vous avez le crime. Il est rare que le crime soit facile d'accès. Hein. Le crime est toujours très difficile d'accès. Mais comment réintégrer celui qui a commis un crime dans un système dans la conception générale qui est celle de tous, qui est la conception de la communauté humaine. Bon, et comment réussir à faire ça? Ça, c'est très compliqué quelquefois pour l'avocat, mais c'est nécessaire. Mais de fait, ça envoie une question qui renvoie beaucoup à votre conception de la défense et qui renvoie aussi à des déclarations politiques. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que l'une des choses que vous utilisez comme stratégie de défense pour diminuer ce que vous appelez l'appétit de haine, l'appétit de peine qui peut frapper un jury, frappé par la dureté d'un crime, etc., c'est l'empathie. C'est essayer de rendre une forme d'empathie pour la personne qui se retrouve dans le box et qui va être soumise à la peine. Et ça, je trouve que c'est très beau parce que moi, j'ai vu une déclaration de vous très récente dans Mediapart, sur la formule, dans Mediapart, vous avez parlé de la formule de Valls, expliquer, c'est excuser. Vous savez ? La formule de Manuel Valls, qui était sur expliquer, c'est excuser. Ah bah oui, c'est terrible ça. Mais vous dites que c'est vrai. Expliquer, c'est excuser. Mais je dis que le fondement de la justice, il y a deux conceptions de la justice pénale. Il y a une première conception qui est une conception totalement politique, qui est de dire le crime est une fracture sociale, il convient de le réprimer pour montrer la force de l'État et la force de la République. Mais l'avocat, il est là pour dire autre chose. C'est que cette force nécessaire de l'État, cette force nécessaire de la République, elle s'applique en ce qui concerne le comportement d'un homme. La justice n'est pas désincarnée. La justice est obligée de s'appliquer, d'appliquer une peine à un homme qui a commis un acte. Alors, quel est cet homme? Comment s'inscrit cet acte? Et comment réussir à faire en sorte que, ce que je crois profondément, je pense que la peine, je crois que Thierry Lévy n'était pas du tout d'accord avec moi sur ce sujet, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, mais je pense que la peine est aussi un élément de réintégration dans la société. C'est-à-dire que la société a répondu. Elle a répondu avec une réponse qui cherche à être juste, proportionnée, équilibrée, qui tient compte du principe même de la faute, et pas seulement de l'acte. Et je pense que quand cette peine a été faite, c'est une forme de réconciliation avec celui qui a été condamné. C'est une forme de réconciliation. Ça y est, on l'a puni, mais c'est une forme de réconciliation. Et donc, la peine, c'est aussi une réintégration dans la communauté des hommes. Il faut bien à ce moment-là qu'on trouve quel est le rôle de l'avocat. Le rôle de l'avocat, c'est de parler de son client, mais de parler de telle façon que les autres comprennent que celui qu'ils jugent, c'est quelqu'un qui fait partie de la communauté humaine comme eux. C'est ça le problème. C'est de trouver les mots qui réussissent à faire le lien. Alors l'avocat, il y a plusieurs problèmes. D'abord, c'est vrai que celui qui est accusé, il n'a pas les mots quelquefois de la justice. Et l'avocat va être obligé de traduire en des mots qui sont des mots susceptibles d'être compris par ceux. Donc il parle le langage des juges, lui. Il connaît la langue des juges. Mais en même temps,
connaissant la langue des juges, il doit traduire, sans trahir si possible, ce qu'il faut dire sur son client, ce que son client n'arrive pas à dire. Voilà. Et donc là, nous avons un rôle qui est un rôle tout à fait particulier et qui fait que quand on réussit cela, et on ne réussit pas toujours, hein, quand on réussit cela, je pense qu'on sort de là. Moi, il m'est arrivé qu'on sorte d'audience avec... Vous savez, il arrive quelquefois, des jurés reviennent, ils infligent une peine, l'affaire est grave, etc., qui est assez lourde, mais ils reviennent avec le sourire. Et vous comprenez à ce moment-là qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait qu'effectivement, ils ont compris celui qu'ils allaient juger et qu'ils le conservent quand même comme quelqu'un qui fait partie de la société et non pas comme quelqu'un qu'il faut rejeter absolument. Moi, je me suis même posé une question un peu théorique en vous lisant. Peut-être c'est une question trop théorique, mais je me suis demandé, c'est bizarre qu'on ait besoin d'un avocat quand même. Parce qu'on vit dans des États où la police et les procureurs devraient nous représenter, devraient quand même être aussi, eux, soucieux de la présomption d'innocence, devraient être soucieux aussi d'apaiser, devraient être soucieux aussi de respecter les formes. Et on se devrait dire un État démocratique devrait être un État où il n'y a plus besoin d'avocats. C'est quelque chose de bizarre qu'il y ait besoin d'avocats, qu'on ait besoin de payer quelqu'un pour ne pas être trop condamné par l'État, qui est nous quand même. C'est alors, fou, non ? là j'ai une formule que j'ai repris plusieurs fois dans mon livre et que j'ai appliquée. Lorsque un crime a été commis, on ne sait pas. Je prends le crime, mais bon, il y a beaucoup de délits aussi, mais je prends le crime parce que c'est intéressant. Le crime est commis. Il va falloir essayer de l'élucider. On ne sait pas qui a commis ce crime. Et celui qui cherche, bon, c'est le policier qui est chargé de ça. Il fait une hypothèse. Et puis, il y a des indices. Et il fait une hypothèse qui colle avec des indices. Et qu'est-ce qu'il va réussir à faire ? Il va enfermer ces indices dans son hypothèse, et l'hypothèse va devenir de plus en plus forte. Ce qui fait que le policier, il est lui-même convaincu qu'il a éclairci les choses. Et il y a une formule que j'adore et que j'ai souvent reprise, qui m'a été donnée par mon frère, qui était un grand préhistorien. Le roi Gourand, le grand préhistorien, disait, en parlant des gens qui croyaient interpréter 3 signes au fond d'une grotte pour dire la religion, ce que faisaient les gens, ce qu'ils mangeaient, il disait, c'est curieux cette faculté déconcertante qu'on les fait à s'aligner dans le bon ordre, pourvu qu'on les éclaire d'un seul côté à la fois. Et ça, c'est une formule qui m'a beaucoup impressionné parce que le problème est là. C'est-à-dire que le policier, il va essayer d'élucider. Et quand il a élucidé, il est tout content d'avoir élucidé. Bien sûr, moi je leur reproche toujours d'avoir manqué d'esprit critique. Je leur reproche toujours d'avoir oublié ce que je crois fondamental, c'est-à-dire de partir du doute, de mettre le doute préalable et non pas d'essayer de combattre toujours. Bon. Mais qu'est-ce que je fais, moi, l'avocat ? C'est que je vais essayer de aligner les faits dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette faculté déconcertante qu'on ait fait, mais moi je l'applique de l'autre côté, c'est-à-dire que j'éclaire les faits différemment. Et éclairant les faits différemment, j'arrive à une solution qui est une solution différente de celle des policiers. Or ça, bien sûr, ce qu'il faudrait, c'est des policiers, et d'ailleurs ils le disent tous, mais bien entendu, la présomption d'innocence, mais bien entendu, on ne veut pas, etc. Et le juge, pareil, parce que souvent le juge d'instruction va suivre le policier, etc. Ils disent tous, mais non, mais bien sûr, combien de fois j'ai dit à des juges, ben, écoutez, mon client est innocent pour telle raison, mais il dit, bien sûr, il est présumé innocent, on est bien d'accord, mais enfin, bon, et on va l'envoyer se faire juger, avec une version qui est déjà presque établie. Et il va falloir l'éclairer dans l'autre sens. Et en l'éclairant dans l'autre sens, on s'aperçoit que les faits s'alignent dans l'autre sens. Et ça, cette vision dialectique, me paraît, alors, sans remonter aux origines de la philosophie, me paraît essentielle pour réussir à trouver ce qu'est peut-être la vérité, et en tout cas, je le rappelle, la vérité du doute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier ce principe absolu qui est qu'on ne peut condamner quelqu'un qu'avec la certitude de sa culpabilité. Alors bien entendu, avec ce système, on condamne il arrive qu'on acquitte des coupables, parce qu'il y a un doute. Mais oui, mais c'est nécessaire, c'est le tribut qu'on paye à la présomption d'innocence. Pour être bien sûr qu'on ne condamne pas un innocent,
il faut accepter quelquefois peut-être que quelques coupables soient condamnés. Et le rôle de l'avocat, c'est pas de faire acquitter des coupables. Le rôle de l'avocat, c'est d'éclairer les faits de telle façon qu'ils puissent s'enchaîner de façon différente. Alors, ça renvoie à une question, je voulais y aller plus tard, mais on y va tout de suite, qui était la question de la police. Moi, je suis très frappé par le fait que, au fond, l'une des choses que vous décrivez, en décrivant ce que vous venez de dire sur l'ordonnation des faits et un éclairage par la police, c'est qu'au fond, la procédure judiciaire, elle est viciée dès la base par le fait que la police est comme un principe d'hétéronomie dans le système judiciaire et que l'ensemble de la construction ensuite des faits présuppose une enquête de police que même le juge d'instruction reçoit, que le procureur reçoit, et qu'il y a une forme de... Ça, il y a une phrase célèbre de Foucault qui est « la justice est au service de la police » et qu'on n'a pas coupé le lien entre la justice et la police. Et vous citez un texte qui est assez incroyable du commissaire Lambert sur les techniques d'interrogatoire, où il reconnaît qu'en fait, la garde à vue et l'enquête policière peuvent recourir à des méthodes proches de la torture. Alors je le cite, il dit « Il existe, le commissaire Lambert, dans un manuel pour les officiers de la police judiciaire, il existe un degré inférieur de torture qui ne tombe pas sous le coup de la loi. N'est-ce pas une forme de torture que l'interrogatoire qui se prolonge des heures et des heures, où le policier se relaie jusque dans la nuit pour profiter de l'épuisement intellectuel de leur adversaire, finalement acculé au vertige mental dont procède l'aveu ?» Et de fait, ça renvoie à une des choses que vous, depuis très très tôt, vous vous êtes battu, c'est la suppression de la garde à vue. En fait, vous pensez que la garde à vue est une technique qui vicie un peu à l'origine le processus judiciaire. Oui, c'est vrai que j'ai longtemps demandé la suppression de la garde à vue. Un beau jour, je me suis replié. Je me suis replié sur une solution. Alors, bien entendu, je me suis replié sur une solution moyenne. La suppression de la garde à vue, je vais en parler tout de suite, était inaccessible. Et donc, je me suis replié sur un combat pour que l'avocat soit présent en garde à vue, pendant toute la garde à vue. C'est un combat que j'ai mené, j'ai retrouvé dans une de mes sources qui est très importante, qui sont les archives électroniques du monde, où il y a vraiment tout depuis 1944. Et j'ai retrouvé par hasard un discours que j'ai fait en 1969 dans une assemblée générale d'avocats, d'une association d'avocats qui était vraiment plutôt à droite. Et je fais un discours en disant il faut demander la suppression de la garde à vue. Et puis, le débat, et là je me replie. Et en 1969, cette association nationale des avocats, encore une fois pas du tout progressiste, vote une délibération demandant que l'avocat assiste à la garde à vue depuis le début jusqu'à la fin. Il a fallu 69-2011 pour réussir à l'obtenir. Je ne dis pas que c'est une panacée, je ne dis pas que ça résout tout. Je dis simplement que le fait qu'un avocat soit présent ne permet plus un certain nombre des comportements dont parle le commissaire Lambert. Et moi, toute ma vie, j'ai vu ça, et encore, c'est-à-dire que les choses qu'on a obtenues, par exemple, dans les affaires criminelles, normalement, les déclarations en garde à vue doivent être enregistrées. Or, c'est extrêmement important parce que vous avez, j'en parlais encore à une de mes associées aujourd'hui qui était en train de travailler un dossier. Quand on voit dans une affaire où il n'y a pas eu d'assistance d'avocat avant 2011, quand on voit les réponses qui sont faites, on comprend, si on regarde avec soin, parce que moi ça je l'ai fait toute ma vie, que ces réponses sont des réponses qui répondent à des questions qui sont des questions qui induisaient la réponse. Et ça, c'est extrêmement important parce que les techniques dont parle le commissaire Lambert, c'est-à-dire cette torture douce, alors elle existe, hein, j'en raconte dans mon affaire des gens qui ont été amenés à des aveux dans des conditions absolument effroyables. Mais en même temps, c'est vrai que je dirais que depuis la guerre d'Algérie, on ne connaît pas quand même de système de torture, de vraie torture organisée. Bon, de question, comme on disait autrefois. Mais la détention provisoire. Pardon ? La détention provisoire. Alors oui, mais alors, évidemment. Et alors, il y a d'autres questions qui se posent. Mais il est évident que la présence de l'avocat en garde à vue, c'est pas fini là, empêche qu'un certain nombre de pratiques soient communes. Alors, ça n'empêche pas que celui qui est là peut être piégé, mais
quand il est piégé par la réponse à une question qui induisait la réponse, vous savez, je raconte, c'est très intéressant comment on découvre ça. Je raconte une affaire assez longuement, qui est l'affaire Richard Roman, que tout le monde a connue. C'est une affaire très importante, oui. Comment ? Très importante affaire. Alors, Richard Roman est accusé d'avoir tué une petite fille, voilà, après l'avoir violée avec un autre. L'autre gentil l'accuse, et il a avoué. Or, il a avoué, et après il est revenu sur ses aveux, et il était complètement innocent. Je passe sur les détails de cette affaire. Mais, sur le problème de l'interrogatoire policier, qu'est-ce que j'ai découvert ? Il y a eu 2 séries de gendarmes qui l'ont entendu. Les premiers gendarmes, ça c'était une faute évidente du procureur de la République, c'était les gendarmes du village. C'est-à-dire qu'il les a fait, qui avaient découvert le corps, c'est la famille. Dans un village, la gendarmerie, c'est la famille. Bon, donc c'est une erreur, mais c'est là qu'il va avouer d'ailleurs après une interrogatoire d'une nuit, etc. Bon. Donc il y avait un certain nombre de choses. Il était debout, attaché à un anneau. Bon, mais ce qui est très intéressant, c'est que on voit très bien dans ce qu'il dit qu'il répond à ce que savent les gendarmes. Donc à des questions qui induisent une réponse. Et puis après, il y a d'autres gendarmes qui viennent, qui sont les gendarmes de l'enquête judiciaire d'Aix-en-Provence, qui viennent, et eux, ils ne connaissent à peine le dossier et certainement pas les lieux. Et à ce moment-là, quand il répond, pour leur faire plaisir, il ne dit que des bêtises. C'est-à-dire, il dit des choses qui ne peuvent pas correspondre à la réalité, parce qu'il veut répondre, il veut se sortir de cet enfer. Et là, on découvre très bien que quand il répond à des gendarmes qui savent un certain nombre de choses, il va dans leur sens pour aboutir à des aveux que les gendarmes attendent, comme une évidence. Et puis après, quand il est avec d'autres, il ne peut pas donner de détails parce qu'il ne les connaît pas. Bon. Et ça, c'est très intéressant. Alors, la garde à vue, bien entendu, c'est un moyen de contrainte qui existe encore aujourd'hui. Vous savez, c'est un moyen très compliqué, hein, la garde à vue, c'est un moyen de contrainte, et même quand il y a des avocats, nous n'avons pas obtenu, par exemple, qu'on amène aux avocats les éléments sur lesquels se fondent les questions qui sont posées, c'est-à-dire que nous voulons une communication des éléments. Bon. Mais vous avez après chez le juge d'instruction. Et c'est vrai que la détention provisoire est un moyen de pression terrible. Combien de fois ai-je vu ça, moi ? Vous n'avez qu'à... Allez, vous avouez, je vous mets en liberté. Bon, c'est pas bien les juges qui font ça, mais il y en a, c'est arrivé. Moins peut-être aujourd'hui que je ne l'ai connu. Allons, oui, je suis indulgent. La détention provisoire... Alors, la détention provisoire est curieusement prévue par la Déclaration des droits de l'homme. Et absolument parce que l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, et qui est un article qui affirme la présomption d'innocence comme une sorte d'évidence. C'est très intéressant, car la présomption d'innocence, elle existait même avant, sauf qu'on torturait les gens, et à partir du moment où ils avaient avoué, on considérait qu'ils étaient plus innocents. Bon. Mais la présomption d'innocence est un fondement de la justice. Et qu'est-ce que dit l'article 9 ? Il ne dit pas « tout homme est présumé innocent ». Mais il dit, ce qui est quand même très très rare dans la Déclaration des droits de l'homme, « tout homme étant présumé innocent ». Donc c'est comme une évidence. Nulle rigueur qui ne serait pas commandée, toute rigueur qui ne serait pas commandée par la loi doit être sévèrement punie. Ça, c'est pour écarter définitivement la torture, la question préalable, etc. C'est la volonté absolue. Toutefois, s'il est nécessaire, on peut l'arrêter. C'est-à-dire que la détention provisoire est prévue comme une nécessité de l'information. Bon. Alors, elle existe toujours. C'est vrai que vous avez des cas dans lesquels il n'est pas pensable Pourquoi ? Parce que vous avez des faits, la personne est présumée innocente, mais les faits sont tels à un certain moment que la détention provisoire va être le seul problème, c'est son abus considérable. Ça devrait, bon, il est évident que, regardez. Aujourd'hui, nous avons 2 décisions judiciaires que vous avez peut-être entendues. Jawad Ben Aoud est détenu depuis 2 ans quand même. Hein. Il est détenu depuis 2 ans, il a été relaxé. Ça paraissait un rien. Il n'avait fait qu'une chose, c'était de donner son appartement au mec. Bon, bien. Là, est-ce que la détention provisoire était nécessaire ? Vraiment, la question peut se poser.
En revanche, vous savez que celui qui était accusé d'avoir assassiné la petite Maëlys dans le Midi a reconnu les faits. Bon, et c'est difficile de le renvoyer dans le village. Enfin bon, il faut quand même que nous soyons raisonnables. Mais je dis que vraiment l'abus de la détention provisoire, nous avons encore 19 000 personnes en détention provisoire, c'est 5 fois trop, voilà ce que je pense. C'est-à-dire que la détention provisoire ne devrait exister que tout à fait en dernier ressort, en dernier cours, c'est-à-dire quand c'est pas possible de relâcher la personne qui a... Mais non, mais pourquoi? Parce que la détention provisoire, c'est une pression, parce que la détention provisoire, ça permet de travailler tranquillement, etc. Bon, ça, c'est des batailles que mènent les avocats et qui ne les gagnent pas toujours. Et vous savez, c'est tout notre système judiciaire qui est très... Les juges, n'est-ce pas? Combien de fois, et on parlait tout à l'heure de la construction de la conviction par l'enquête policière. Bon, les policiers font l'enquête. L'enquête policière, d'ailleurs, je constate une chose, c'est les bêtises que j'entends actuellement. Quand on dit qu'il y a eu une plainte contre quelqu'un et que le parquet a ordonné une enquête, mais il ne peut pas faire autrement que d'ordonner une enquête. Mais cette enquête n'est pas une enquête judiciaire, c'est une enquête policière. Je suis obligé de le rappeler parce que combien de fois j'entends aujourd'hui, mais il y a une enquête judiciaire. Non, c'est une enquête policière. L'enquête judiciaire n'existe qu'à partir du moment où un juge a mis quelqu'un en examen en disant qu'il existe des indices graves ou concordants de culpabilité. L'enquête judiciaire ne commence à l'égard de cette personne qu'à ce moment, ça n'empêche qu'il est présumé innocent. Mais il y a un juge qui a quand même dit qu'il existait des indices graves ou concordants de culpabilité. Le reste... vous avez une plainte, vous avez une enquête policière, c'est pas la police qui fait la justice. Bon, alors, ça arrive. Et surtout ça, la construction du dossier, l'enquête est effectivement faite par les policiers qui ont un souci. Ils ont un souci d'élucider, ils ont un souci de trouver. Et quelquefois, ils partent dans des mauvaises directions. Alors, après, vous avez le juge d'instruction. Le juge d'instruction, il reçoit un document qui est l'enquête policière, qui se termine par un rapport de synthèse, où les policiers font part de leurs investigations et de leurs convictions. Le juge, il n'a pas a priori, sauf peut-être quelques-uns, le souci de contester ce qu'ont dit les policiers. Et au fond, il y a une logique, un certain nombre de choses, et le juge va être convaincu. Et quand le juge renvoie devant la cour d'assises ou devant un tribunal, il est convaincu et il est toujours très étonné après quand on lui dit mais celui que j'ai défendu, dont je vous disais qu'il était innocent, il a été acquitté. Et il a toujours l'impression que c'est l'acquittement qui est une erreur. Enfin bon, et pourquoi? Parce que la conviction de celui qui mène l'enquête est une conviction qui est presque un fait humain. Voilà. Absolument. Alors, il y a une chose qui m'a... Je voudrais qu'on revienne au début du livre. Parce qu'il y a, à mon avis, une scène traumatique, mais qui a été pour toute la génération, à mon avis, des avocats après les années 50-60, qui a été l'épuration. Et qui a été notamment le procès de Laval. Et vous racontez la façon dont celui que vous considérez comme votre maître, qui est Albert No, a été l'avocat, sans être l'avocat vraiment de Laval dans son procès. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance du respect des formes. Et à quel point la manière dont a été géré le procès de Laval a été en fait un scandale pour toute une génération d'avocats. Et qui a, alors j'aurais juste ramené, parce que peut-être tout le monde ne le sait pas là, je rappelle juste un petit fait. Pardon ? Je rappelle juste un petit fait, parce que le procès de Laval, il y a un procureur qui réclame la peine de mort contre lui, qui s'appelle Mornay. Et vous rappelez que Mornay, il a présidé la commission qui a déchu de leur nationalité les Juifs. 6500, oui. Comme ça. Il a rédigé le statut des Juifs. 6500 Juifs ont été déchus de la nationalité française par une commission dont il était le vice-président. Voilà. Oui. Et après, il requiert la peine de mort contre Pétain et contre Laval. Et l'avocat de Laval, c'est un résistant. Et l'avocat de Laval, lui, est un grand résistant. Il a arrêté 2 fois. Lui, par contre, il a été arrêté en décembre 40, ce qui était quand même assez rare. Oui. Et donc, ça, c'est le jeu. Et il ne va pas pouvoir réussir à défendre Laval. Et c'est vrai que il ne finira par pas le défendre. Il écrira un livre « Pourquoi je n'ai pas défendu Pierre Laval ?» Et finalement, Laval ayant été expulsé,
Il n'a pas forcé la porte pour revenir plaider, et Laval a été condamné à mort dans des conditions qui dénient toute justice. Je ne dis pas qu'il ne méritait pas la mort. Non, pour moi, personne ne mérite la mort. Mais enfin, dans l'échelle des peines qui étaient là à ce moment-là, il était évident qu'il allait être condamné à mort. Mais au moins qu'on le juge. Et puis alors, vous savez qu'en ce qui concerne Laval, il a été exécuté. Il s'était suicidé le matin. Il avait avalé une pilule de cyanure qu'il avait cachée dans sa... C'est extraordinaire qu'il avait passé dans une lourde pelisse qu'on lui avait laissée. Et il l'a avalé. Il était bon. Et on l'a ressuscité. C'est-à-dire qu'on lui a fait des lavages d'estomac. Le médecin légiste a refusé, mais il y a plein de médecins. Et à la fin de la matinée, le procureur général de Paris a fait un communiqué que j'ai relu 4 fois pour voir si c'est vrai. Il a dit « Les jours de M. Laval ne sont plus en danger ». Et on l'a amené au poteau. Bon. Tout ça et moi j'ai été très frappé par ça parce que mon père, qui était plutôt un homme de gauche, qui était un homme très ouvert, était très en colère. Et moi j'avais 11 ans et je comprenais pas bien cette colère. Et il m'a expliqué, puis après il m'a donné le livre d'Alberno, et moi ça m'a permis de voir beaucoup d'autres choses. Et après, je le raconte aussi, No a défendu des collaborateurs. Il a défendu des collaborateurs. C'est très intéressant parce que à ce moment, il faut bien reconnaître que ce qu'il y a eu à la libération, c'était épouvantable. L'épuration a été terrible. Et il y a d'ailleurs un article formidable de Camus que je cite dans mon livre, absolument merveilleux, qui est un article de 45, d'avril 45, je crois. Et il dit, bon, c'est horrible, nous, c'est un grand résistant, Camus, enfin, c'est un résistant, moi, bon. Et il dit, nous avons une soif de vengeance, c'est normal, mais il dit, ce qui nous est posé maintenant, le défi, en gros, hein, je cite de mémoire, le défi qui nous est posé, c'est de réussir à transformer cet appétit de haine en soif de justice. Ça, c'est très beau. Mais c'est vrai que l'épuration, ça a été un moment terrible. Hein. Bon, et il faut bien le constater. Mais ça fait réfléchir les enfants que nous étions. Mais surtout, ça m'a fait réfléchir quand j'étais chez ce patron pour essayer de comprendre comment... Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir comment les choses peuvent se passer. Comment un grand résistant peut-il défendre des collaborateurs? Voilà, ça c'est là que se pose vraiment le paradoxe de l'avocat. Oui. Et alors moi, je vais vous dire, en lisant ça, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas confronté au même défi aujourd'hui avec les djihadistes? Parce qu'après tout, la question de comment on gère les ennemis ou les gens dont on a peur. Quand on voit par exemple les dronages, donc les assassinats extralégaux que fait l'État français contre des Français, quand on voit le fait que l'État français ne veut pas rapatrier des gens capturés par les Kurdes ou dans des systèmes judiciaires irakiens qu'on ne maîtrise pas du tout, quand on voit la défense de Dupond-Moretti qui a été vraiment pratiquement impossible de tenir une défense juridique du frère de Mera, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans un défi identique qui est en train de se poser pour vous? Vous savez, lorsque l'opinion publique est telle qu'elle l'est en ce qui concerne les terroristes, et elle l'est justement, la peur, un certain nombre de choses. En plus, cette idée, bon, c'est vrai que la défense est extrêmement difficile. La défense est extrêmement difficile parce que les actes sont évidemment difficilement justifiables. Et Dupond-Moretti, il a réussi quand même. Hein, son client n'a pas été condamné. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens lui en ont voulu. Il a fait son métier, puis c'est tout. Bon. La difficulté, comprendre comment peut-on défendre un terroriste. Ben moi, je vais vous dire, j'en ai pas défendu beaucoup et je sais que c'est compliqué. Mais il est bien évident que ces terroristes, quelle que soit l'horreur de leurs actes, font partie de l'humanité. Bon, donc, il y a un véritable problème. Alors, comprendre, c'est déjà excusé, dit Valls. Je serais presque d'accord avec lui. Et oui, c'est important de dire ça. Je serais presque d'accord avec lui. Comprendre, c'est déjà excusé. Comprendre, je ne vais pas dire que c'est déjà excusé, mais comprendre, c'est donner la possibilité de juger. Si on ne comprend pas, si on ne juge que l'acte, évidemment, il n'y a pas de problème. On les condamne immédiatement au maximum de la peine, et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi la peine de mort a été supprimée en ce qui concerne ces gens-là. Ce qui est intéressant,
Là, il y a quand même des évolutions. Moi, je rappelle que quand la peine de mort a été abrogée par Mitterrand, 63% de la population voulait qu'elle soit maintenue. Et de l'autre côté, il y avait une grande partie d'indécis. Et donc, vous n'aviez pas 37% qui étaient pour la suppression. Donc, elle a été supprimée. Or, aujourd'hui, je constate qu'il y a peu de demandes de rétablissement de la peine de mort. Vous avez quelquefois un excité qui le demande, mais au fond, la population ne réclame pas la peine de mort aujourd'hui. Dans un système où, c'est vrai, tous les problèmes de la sécurité, ou le fait que la loi vient renforcer cette espèce de crainte permanente de l'insécurité existe, non, néanmoins. Bon. Donc, comment défendre un djihadiste? C'est une question qu'il faut se poser, mais c'est vrai qu'il faut expliquer d'abord. Pour juger, il faut expliquer. Il faut essayer de comprendre ce qu'a été un comportement. Il y a des cas dans lesquels c'est impossible. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on explique. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on explique. Et je ne suis pas certain que les terroristes souhaitent qu'on comprenne véritablement ce que sont leurs motivations. Donc là, on a affaire à quelque chose qui est difficile. Alors, aujourd'hui, bien entendu, les exécutions décidées dans la guerre, bon, c'est abominable. Enfin, les exécutions extrajudiciaires, bon, mais la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est la guerre. Bon. Et dans la guerre, hélas, il y a certes des lois de la guerre, mais enfin, on sait bien que... Bon. Et en revanche, le fait qu'on laisse ces gens-là à des autorités qui n'existent pas. Moi, j'aime beaucoup les Kurdes. Hein. Je défends les Kurdes depuis très longtemps. Bon. Mais et là, ils ont été très courageux, ils ont mené une bataille, etc. Mais enfin, ils n'ont pas d'État. Et la justice ne peut quand même être qu'un phénomène d'État. On ne peut pas laisser juger les gens par leurs ennemis. Donc là, il me semble qu'il conviendrait de... Alors, c'est vrai que l'État est un peu gêné parce qu'on les ramène en France, mais qu'est-ce qu'on en fait? Tout le problème actuel de l'emprisonnement des djihadistes est très compliqué. Hein. Ce n'est pas la peine de jouer, c'est très compliqué. C'est très difficile. Ça pose des problèmes complexes. Hein. Mais en même temps, moi, à mon avis, ce sont des gens qu'il faut juger, c'est tout. Et pour les juger, il va bien falloir essayer de comprendre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Absolument. Et alors, je cite une phrase parce que de fait, vous avez défendu des Kurdes, vous avez défendu aussi des Arméniens, des gens qui avaient été accusés de terrorisme. Et vous citez une phrase, quand je dis que vous êtes très radical, d'Henri Noguer, à qui on disait ce qu'il pensait du terrorisme. Il a répondu ça. La violence, moi, je l'ai personnellement pratiquée sous sa forme la plus extrême pendant une période de ma vie. On m'a pour cela largement couvert de décorations. Ben oui, ça c'était Henri Noguer qui m'a précédé de quelques années à la présidence de la Ligue des droits de l'homme, qui est un très très grand résistant, qui a écrit d'ailleurs une histoire de la résistance, et comme le président de la cour d'assises lui disait, mais enfin, vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme, qu'est-ce que vous pensez du terrorisme? Il a répondu cela, j'ai pratiqué la plus extrême violence et on m'a couvert pour ça de décoration. Ce qui montre simplement qu'il faut réfléchir sur cette question. Et d'ailleurs, c'est vrai que je raconte que cet Arménien que je l'ai défendu à la demande de mon confrère Patrick Devedjian, qui n'est pas sur le plan politique tout à fait de mon bord, mais qui est arménien. Bon. Et qui me disait, quand je lui disais quand même, il me dit, il faut défendre un terroriste, je lui dis quand même, écoute, je ne peux pas dire des choses comme ça. Tu ne peux pas dire quand même que celui-là... Il m'a dit, mais attends, c'est pas pareil parce que dans cette affaire, la cause est juste. Et c'est vrai que ce qui fait le terroriste, c'est bien sûr l'horreur de ses actes. Mais ce qui le fait d'abord, c'est l'injustice de sa cause. Absolument. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la question du métier d'avocat. Parce que vous citez, et moi je ne connaissais pas du tout, le serment que vous avez prêté en 1955 quand vous êtes devenu avocat. Je ne sais pas si vous en souvenez. Si vous... Je jure vous le dis. De ne rien... Relisez-le moi, de ne rien faire le contraire aux lois et aux règlements. Alors vous disiez ça, les avocats. Vous disiez « Je jure de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'État, à la paix publique,
de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques. C'est le serment que j'ai prêté, mais que nous avons tous prêté jusqu'en 1982, où Gisèle Halimi, qui était députée à ce moment-là, avec bien entendu la complicité du ministre de la Justice, Robert Badinter, a fait voter un autre serment qui est très beau, c'est-à-dire de défendre les gens avec conscience, humanité, probité, parfait. Mais là, ce serment, qui était un serment d'allégeance à l'État, il existait depuis le consulat. C'est Napoléon qui l'avait rédigé, Bonaparte même, qui l'avait rédigé, et personne ne l'avait changé, jamais. Et donc en 1955, on le prêtait, mais jusqu'en 1982. Et je disais qu'on était un certain nombre de jeunes avocats à protester, et que nous avions décidé que nous ferions, comme disaient les jésuites, de la restriction mentale au moment où nous le prêtions, car c'était un serment d'allégeance à l'État, de servilité, enfin rien de contraire aux lois ou aux règlements, mais rien contre pas de critique des tribunaux, rien de contraire aux bonnes mœurs, rien de contraire à la sûreté de l'État. Bon, tout le monde s'en foutait en fait de ce serment, voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord, et je me demande si ce dont votre livre parle, c'est pas l'invention dans les années 60-70 de la figure de l'avocat critique, de l'avocat oppositionnel, par rapport à des avocats beaucoup plus conformistes et beaucoup plus d'allégeance à l'État, justement. La génération avec Thierry Lévy, avec Vergès, avec Kiechman, avec Badinter, même, en tout cas, c'est une génération qui a réinventé le rôle de l'avocat comme quelqu'un de beaucoup plus critique par rapport à l'État et beaucoup moins soumis aux juges et à l'institution judiciaire, non ? Il y a quand même eu ce basculement, il me semble, dans les années 50. Je crois qu'il y en a toujours eu. Mais je crois que là, c'est une évolution de la société, à mon avis aussi. C'est que là, vous avez eu dans l'histoire, on parle d'avocats qui ont été très... Enfin, attendez, le premier, c'est Gambetta, par exemple. Quand Gambetta défend... comment il s'appelait, je ne sais plus, enfin, un type qui était sous l'Empire, l'impératrice dit à son mari, mais qu'est-ce que nous avons fait à ce jeune homme ? C'est-à-dire que Gambetta est d'une violence inouïe sous l'Empire, inouïe comme avocat. Donc, ça existait déjà. Mais sous Gambetta, c'est vrai que l'homme politique perçait sous l'avocat. Gambetta prévoyait ce qui allait se passer après. Mais vous en avez eu d'autres. C'est des avocats qui ont été très courageux tout le temps. Alors, en général, ils ont cherché plutôt à trouver des voies moyennes. Quand ils défendaient des causes politiques, ils ont essayé... Mais vous avez des avocats qui ont mené des combats contre le système judiciaire, qui ont écroulé le système judiciaire sur certains points. Je pense en particulier à Ayot et Gagotra dans l'affaire Marie Bénard, où ils ont démontré l'absurdité totale du système de l'expertise, que moi je critique aussi là, dans une autre affaire, mais où des gens venaient dire des imbécilités, et là ils ont mené un combat rude, difficile, mais c'est vrai que je pense que nous sommes politisés. Alors, ça a commencé... Enfin, 68, il est pour quelque chose. C'est-à-dire que je pense que le langage a quand même... Avant, nous étions quelques-uns, mais en 68, c'est devenu beaucoup plus fréquent de remettre en cause l'institution. Il y avait quelque chose qui avait bougé. Et bon, c'est vrai que je ne sais pas si on a changé vraiment la figure de l'avocat, parce que quand je lis l'histoire des avocats, je trouve toujours, moi, des avocats courageux qui se sont dressés, mais sans doute dans des conditions qui étaient des conditions plus respectueuses des institutions. Bon, c'est vrai que des gens comme Vergès ou Thierry Lévy ont secoué le cocotier de façon très forte. Oui. Alors, moi, je l'ai secoué plus prudemment, mais enfin quand même... Non, je ne suis pas sûr du tout, justement. L'une des choses qui m'a beaucoup intéressé et que je ne connaissais pas, c'est aussi comment vous avez réinventé le métier d'avocat. Et notamment à travers l'hôtel d'Ornano et le premier cabinet en fait, que vous avez ouvert. Il y a deux choses qui m'ont frappé et j'aurais voulu que vous en parliez. C'est d'une part de le mettre dans un quartier populaire. Vous êtes installé dans le 18e arrondissement et pas dans des quartiers chics comme beaucoup sont les avocats, même très à gauche. Vous avez fait quelque chose qui était un peu un collectif où vous partagiez les recettes. Ça, c'est intéressant, on parlera un peu de l'argent parce que c'est une question importante. Vous avez offert une boutique de droit, donc des consultations juridiques où on pouvait venir et payer le prix d'un médecin, quelqu'un qui était là pour régler ce type de problème. Et vous avez eu ce souci quand même d'avoir une pratique plus de démocratisation de l'accès au droit avec ce cabinet-là expérimental. C'était une belle expérience, ça. Ah ben ça c'est ce qui... Je dirais que c'était en 72 qu'on a eu l'idée.
nous étions quand même dans une période de grande tohu-bohu idéologique. Nous avions mai 68 qui était passé, nous avions les gauchistes que moi j'avais beaucoup défendus, donc nous avions des remises en cause qui étaient des remises en cause importantes, quel que soit. Bon. Et vous aviez des folies aussi, vous aviez des gens qui voulaient faire des espèces d'avocats populaires dans les banlieues, etc., qui faisaient des boutiques de droit où on ne savait même pas qui donnait les questions. Bon. Et avec Georges Pinet, qui était un camarade de faculté, nous avions fait déjà des choses intéressantes, mais nous avons décidé de mettre notre pratique en accord avec ce que nous disions sur la justice, la critique que nous faisions de la justice, la critique de la société, bon. Et on a dit, on va constituer un cabinet d'avocats. Et nous allons essayer, dans ce cabinet collectif, d'appliquer nos principes, c'est-à-dire de faire un cabinet sans hiérarchie, où les gens seraient personnellement compétents, ou avec quelques petites corrections pour des raisons secondaires et qui ne marcheront pas beaucoup. Nous allons nous répartir l'argent que nous gagnons en choses égales entre les tout jeunes qui arrivent et les plus anciens, etc. Bon, nous avions... Et nous avons fait ça de façon assez sérieuse parce que nous avons profité, moi je crois que c'est très important, nous sommes en 1972. En 1972, la profession d'avocat s'exerce encore individuellement. Et moi, mon patron, il avait son bureau entre sa cuisine et sa salle de bain. Et donc, mais la réussite économique, on est en plein dans les 30 Glorieuses, la réussite économique, l'intervention des avocats américains sur le marché français, etc., amène à créer des grandes structures d'avocats qui existent encore aujourd'hui, qui sont des grandes structures capitalistes en fait. Et on crée une loi qui est sur les sociétés civiles professionnelles d'avocats pour eux. Et nous en avons profité. C'est-à-dire que nous avons pris ces structures collectives qu'on ne pouvait pas nous reprocher pour faire ça. Et alors, là, effectivement, on a essayé. Ça a duré 20 ans. Il y a eu beaucoup de difficultés que je raconte, beaucoup de crises, de problèmes. Évidemment, ce n'est pas facile, tout ça. Mais en fait, ça a marché quand même 20 ans. Et nous avons les uns et les autres développé nos cabinets à l'intérieur de ce collectif. Moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu des grandes affaires pénales, par exemple. Mais bon, oui, j'avais aussi beaucoup d'affaires syndicales, je raconte des affaires qui n'étaient pas très rémunérées, comme la défense des paysans. Nous avions décidé d'être ouverts sur la rue. Nous avions trouvé une vieille maison que nous avons réussi à ranger, transformer. On a travaillé nous-mêmes. Et puis nous avons l'idée de la boutique. L'idée de la boutique était une idée qui était dans l'air, mais on l'a vraiment fait. Il y a une boutique ouverte sur la rue, et n'importe qui, dans ce quartier populaire, peut venir demander une consultation. Et nous avions résisté aux pressions des gauchistes du groupe en disant « nous ferons payer ». Parce que c'est un principe, il faut qu'on comprenne que nous faisons un métier. Alors, on avait décidé de faire payer au prix de la visite médicale, de la consultation médicale. Et alors, il y avait des gens qui venaient, et je vais vous dire tout de suite, on s'est aperçu très vite que c'était une véritable spécialité. C'est-à-dire qu'on est chacun notre tour. Il y avait un tour de bête dans l'égalité la plus absolue. Moi, je le faisais comme le faisait l'avocat de deuxième année. Bon. Et la première fois que j'y suis allé, je le raconte dans mon livre, j'ai vu une dame qui arrivait avec un sac en plastique plein de papier qu'il a renversé sur la table en me disant « Maître, j'ai un problème avec la sécurité sociale ». Et j'ai compris que j'étais complètement incompétent et que cette visite, cette défense des pauvres, et petit à petit, nous avons eu une de nos associées, Madeleine Terrasson, qui est devenue spécialiste de ça, spécialiste du conseil quotidien, spécialiste de la défense des pauvres. Alors, il y a des défenses très répétitives, mais il y a aussi des défenses, évidemment. À partir d'un moment, son cabinet était un peu encombré par les immigrés, mais il n'empêche que nous avions donc ce système. Et nous avons duré 20 ans. Au bout de 20 ans, on s'est séparés. Mais ça a duré 20 ans comme un cabinet qui était en marge. Alors, ça a un peu surpris le barreau, d'autant plus que nous n'étions pas très prudents dans certaines déclarations. Et je raconte en particulier, j'avais fait un article dans une revue professionnelle demandant une tarification des honoraires d'avocat au juste prix. Et puis,
il y avait un type au Monde qui s'appelait Philippe Boucher à l'époque qui suivait Moulin, il a trouvé ça très bien, il l'a mis dans Le Monde. Ça a fait un boucan épouvantable. J'avais touché au sacré, c'est-à-dire l'avocat, l'honoraire est libre. Mais on a mené ces batailles. Bon, c'est pas des grandes batailles, mais c'est des batailles qui ont permis d'évoluer. Et je dirais même que certains jeunes avocats sont même étonnés que ça ait posé problème. Ça, voilà. Mais moi, je trouve que c'est un combat très important, les honoraires. Franchement, la question moi, ça m'est arrivé d'avoir des histoires juridiques. J'ai des amis avocats, donc je peux les consulter comme vous avez des amis. On consulte toujours ces avocats quand on va dîner chez eux, on a toujours plein de questions à leur poser. Mais savoir combien ça va coûter, c'est vachement important. Et c'est une question qui n'est jamais posée, fixer les honoraires, qu'on soit clair sur ça. Quoi. Et ça, c'est un principe de discrimination de classe. Et c'est le problème que nous avons posé. Et là, tout de même, il faut reconnaître que la profession d'avocat a évolué, puisqu'aujourd'hui, la convention d'honoraires est obligatoire. C'est-à-dire que si vous faites une convention avec votre avocat dans laquelle il y a alors... On essaye de trouver exactement ce que nous avions trouvé à l'époque, d'ailleurs, qui était assez original, c'est-à-dire un système par heure travaillée qu'il faut compter, une évaluation de l'heure de travail, etc. Et vous avez une convention d'honoraires, qui peut être aussi un honoraire fixe, enfin ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, le principe que nous voulions faire, annoncé en 72, est passé complètement dans les mœurs. Certains ne le disent pas, mais le client est toujours en droit d'exiger une convention d'honoraires. Alors, je voudrais qu'on vienne à un sujet dont vous parlez beaucoup dans le livre, qui est la prison. Vous dites des phrases très belles. Vous dites que vous détestez la prison, que c'est vraiment pour vous un lieu détestable, un lieu horrible. Et vous avez été très proche, dans les années 70, du groupe d'information prison, de Foucault, de Daniel Defer, de Mauriac, de Deleuze. Vous avez fait témoigner Deleuze, il me semble, peut-être au procès. J'ai fait témoigner, on n'a pas voulu l'entendre, oui. On n'a pas voulu, oui. Mais de fait, alors, c'est une chose qui m'a frappé, c'est le lien aux intellectuels. Vous aviez un vrai lien aux intellectuels de cette époque. Vous les connaissiez, vous militiez avec eux, vous les faisiez parfois témoigner. Sartre est venu témoigner à des audiences. Ça, c'est important, votre lien aux intellectuels de gauche et avec le rapport entre l'avocat et l'intellectuel. C'est vrai que cette époque est une époque où on s'est bien rendu compte qu'il ne fallait pas se contenter, par exemple, si on parle de la prison. Bon. C'est vrai qu'un avocat, normalement constitué, il n'aime pas la prison. Alors, je ne parle pas de Thierry Lévy, parce que chez lui, c'est une obsession. Mais un avocat normalement constitué se rend compte que la prison, c'est horrible. Ça, je peux en parler pendant des heures, mais on fera une vraie réunion là-dessus. La prison reste, et ça continue, etc. Puis on s'est aperçu quand même, on est quelques-uns, à s'être aperçu qu'on ne pouvait pas se contenter de nos sentiments, de nos arguments d'avocat, de nos arguments de plaidoirie. C'est-à-dire que quand on plaide, moi j'ai plaidé la prison 500 fois dans ma vie, c'est-à-dire que quand on plaide, je vous le disais tout à l'heure, il faut faire sentir, même aux juges quelquefois, ce qu'est la prison. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'ils ne condamnent pas les gens à rien, hein, qu'une année de prison, c'est important, une année de plus, une année de moins, ce n'est pas rien, etc. Donc ça fait partie du travail. Mais on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas se contenter de ça, et qu'il fallait qu'on réfléchisse. Et c'est vrai que c'est le moment où s'est constitué le groupe d'information des prisons. Bon, c'est vrai que c'est le moment aussi où Foucault travaillait beaucoup sur la question, et Surveiller et punir, qui est un livre que moi j'ai lu le jour où il est sorti, dont j'ai parlé très souvent avec lui, est une réflexion sur la prison, surtout au XIXe siècle, sur ce qu'a été la création de la prison, ce qu'elle est devenue, pourquoi on s'aperçoit par exemple que le débat actuel sur la surpopulation, mais il existe depuis le début du XIXe siècle. On a toujours eu des prisons trop chargées. Bon, ça pose un problème quand même assez extraordinaire. Personne ne pose ce problème dans les termes qui sont les termes où l'on posait tous ces gens-là, qui étaient à la fois des combattants, mais des gens qui réfléchissaient à ce qu'était la prison. Et je raconte en particulier ce procès des mutins de Nancy où j'ai traîné mon patron qui était près de mourir, No, qui est venu, bon, qui a été formidable. Oui, c'est important. Ah, c'est même formidable parce qu'il a plaidé. Bon, No, j'étais plus chez lui depuis des années, mais on se voyait, on avait conservé des relations amicales. Et un jour, je lui dis, bon, c'était un
combattant contre la peine de mort. C'était un homme de droite, mais qui combattait les peines de mort. Et donc, on avait quand même des... Un jour, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne viendriez pas plaider avec moi pour les mutins de Nancy? C'était des gens, il y avait eu une mutinerie à Nancy très forte, et le GIP m'avait demandé justement d'aller les défendre. Hainaut est venu plaider avec moi, ça a été extraordinaire, parce que les surveillants sont venus, surtout le directeur de la prison, le chef de détention, ils ont été obligés d'avouer des choses épouvantables sur ce qui se passait. Quand Hainaut a plaidé, il a fait un truc assez extraordinaire. Il a dit, sur l'avocat, c'est formidable, c'est-à-dire que la rhétorique de l'avocat, qui est le fondement même de l'éloquence judiciaire, c'est la rhétorique avec les trois piliers de la rhétorique, l'éthos, le pathos et le logos, c'est-à-dire la séduction, les mots. Vous avez des livres entiers, Cicéron a écrit beaucoup, tous, Aristote a même fait un texte rien que là-dessus, et bon, c'est passionnant, mais en même temps, moi je dis que l'émotion, c'est pas seulement un discours, il vaut mieux donner son émotion que de créer une émotion qui n'est pas la sienne. Bon. Et non, ce jour-là, quand il a plaidé, il était venu avec moi, bon, j'ai plaidé tout le dossier, il avait 75 ans, il était un très grand avocat, bon, très bien. Et il m'avait dit, bon, et il a plaidé très très bien, et alors surtout, il a dit, très vite, mais écoutez-moi, je vais vous dire la prison. Personne ne sait ce que c'est quand il n'y est pas allé. Et il a raconté son emprisonnement en 41, où il a fait 6 mois à peu près avant d'être libéré par miracle. Et il raconte qu'il a été arrêté d'ailleurs par des juges français avant d'être livré aux Allemands. Et il raconte ce qu'a été sa prison. Et il raconte ça, tout ce qu'il lui a fait, comment il est rentré en prison, comment on lui a mis le doigt dans le cul, comment on l'a fouillé, comment il est devenu un numéro, etc. Et il raconte la prison, la saleté, les murs, le truc, l'isolement, comment il était complètement perdu dans la prison, etc. C'est quand même... Et il raconte ça sur la prison, et il termine en disant, vous allez juger ces hommes, souvenez-vous que je suis avec eux dans le box. Et ça, c'était... Alors quoi, c'était de l'émotion, c'est rien d'autre. C'était pas un argument. Mais c'était un argument qui néanmoins montrait quelque chose sur ce qu'était la prison. Moi, je n'ai pas eu un autre discours de cette qualité sur la prison dans toute ma vie. Alors, c'est vrai qu'avec les intellectuels, on a réfléchi. Et il y a eu beaucoup... Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur la prison. Je l'ai beaucoup plaidé, d'abord. Je l'ai beaucoup plaidé, et puis j'ai écrit, puis j'ai lu. Hein. Il y a quand même beaucoup de livres qui sont parus sur la prison. Et on n'a pas résolu le problème. Le problème, il se pose toujours, hein, de la même façon. Parce qu'il y a une contradiction. Les gens qui disent qu'il faut mettre des gens en prison. Il faut mettre des gens en prison. Il faut mettre encore plus de gens en prison. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a 70 000 prisonniers dans 60 000 places. Bon. Et quand j'entends dire, mais il faut mettre les gens en prison, mais j'entends dire, par exemple, là, dans le débat actuel, bien entendu, et le débat qui est très important sur balance ton porc, etc. Mais on n'envoie pas les violeurs en prison. Bon. Il y a quand même actuellement le tiers des affaires d'assises qui est sur des viols. C'est pas rien. Il y a environ le quart des prisonniers, c'est-à-dire un peu moins de 20 000, qui sont des gens qui sont en prison pour des infractions sexuelles. Et quand j'entends dire qu'il n'y a que 20% des viols, c'est vrai, mais alors, s'il faut envoyer comme 40%, on va les envoyer en prison, qu'est-ce qu'on va faire? Le problème de la prison ne pourrait être une réponse satisfaisante que pour 2 choses. Premièrement, si on pouvait envoyer des gens en prison dans des conditions qui sont des conditions humaines. Or, aujourd'hui, je l'affirme, les conditions de détention sont totalement inhumaines, scandaleuses. Il y a des rats qui courent dans la prison de Fresnes, enfin, il faut le savoir, des cafards partout, bon, bien. Alors, premièrement, je veux bien, mais il faut d'abord qu'elle soit... Et deuxièmement, que la fonction de la prison qui est passée dans la loi, elle était déjà dans un certain nombre de textes, mais elle est rentrée très clairement dans la loi en 2014, la fameuse loi Taubira, vous savez, bon, en disant fonction de la prison, réinsertion sociale. Mais comme on fait rien.
les SPIP, les centres d'insertion, etc. Il n'y a pas de moyens. Bien sûr, il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui essayent de faire quelque chose, mais la prison est un lieu de pourrissement, la prison est un lieu qui ne prépare pas à la réinsertion, et ceux qui se réinsèrent, il y en a, et je raconte dans mon livre, y compris des grands voyous qui sont réinsérés, ils l'ont fait par un chemin personnel qui n'est pas celui de... C'est-à-dire que résoudre un problème social aujourd'hui par la prison, social sérieux, important, mais n'avoir comme seule réponse que la prison n'amène à rien. Alors, ce que je vous dis là, eh ben, au milieu du 19e siècle, Foucault raconte ça, il y a plein de gens on les appelait les philanthropes, ils disaient exactement la même chose et rien n'a changé. Et quand, après tout à fait au début de la Troisième République, après la Commune, l'Assemblée a désigné une commission qui était dirigée par un type qui s'appelait le comte d'Assonville, formidable, qui fait un rapport formidable, où il dit exactement ce que nous disons aujourd'hui, et il fait voter une loi qui impose, par exemple, l'emprisonnement individuel. Cette loi de 1875 n'est toujours pas appliquée. Et donc on a continué sur la prison, ce qu'on fait depuis un siècle et demi. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème de la prison, on n'aura pas résolu le problème de la peine, et ça c'est essentiel. Oui, parce qu'en fait, la question que ça pose, c'est... Moi, il y a une question qui m'a beaucoup intéressé, c'est la différence entre priver de liberté comme peine et faire souffrir. Parce qu'au fait, je vais citer, c'est la première fois de ma vie, Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Mais il dit quelque chose de très beau. Il dit la prison ne doit être que la privation d'aller et venir. Oui. Ça était très bien, ça. Oui, c'est très bien. Mais il a même été serré la main d'un prisonnier. Alors, on est tous à ce moment-là, on est en 74. Hein. C'est le début. Il va y avoir la loi sur l'avortement, un certain nombre de choses, ça va formidable. On dit c'est formidable, et puis il ne va rien se passer. Rien. Rien ne va changer sous Giscard d'Estaing, ni sous Chirac, ni sous personne, ni sous Mitterrand. La prison reste la prison. Alors, on a fait quelques améliorations. Les gens ont hurlé d'ailleurs quand Badinter a autorisé la télévision dans les prisons. Vous savez que jusque ce jour-là, non seulement il n'y avait pas de télévision, mais on n'avait pas le droit d'apporter un journal à un détenu. Ils n'avaient même pas, oh, attention, on ne va pas leur faire lire la presse quotidienne, vous comprenez, c'est épouvantable. Et je raconte tout à fait au début que j'étais tombé sur un tout jeune prisonnier, il était tout jeune, il avait mon âge, qui avait dans la prison, on s'était quand même occupé de la culture des prisonniers. Alors il y avait un chariot qui passait dans les coursives, et tous les matins, on donnait aux prisonniers, enfin de Corinne, on lui donnait le livre, mais on lui donnait celui qui était sur le dessus de la pile. Il n'avait pas le choix. Et ce gars, je parlais de ses lectures, il y avait des choses que je n'avais pas lues. Je me rappelle d'un roman de Paul Bourget, moi je ne l'avais pas lu, donc pour parler avec lui, je suis rentré chez moi, je l'ai lu, ça m'a beaucoup ennuyé, mais enfin bon. Et un jour, il avait lu le 2e tome des Misérables, là ça tombait bien, là, on en parlait, et il voulait le reste. Alors j'ai été chez un bouquiniste, j'ai acheté une édition des Misérables, et je n'ai jamais pu la lui donner. Jamais. On a considéré ça comme une erreur. Bon, alors, Badinter, il permet... en 83, je crois, les télévisions dans les prisons. Ça hurlait. Vous aviez des articles déchaînés dans la presse disant la prison 4 étoiles, etc. Jusqu'à ce que des surveillants de prison fassent savoir qu'eux, ils trouvaient ça très bien pour 2 raisons. D'une part, parce que quand les gardes étaient à la télévision, ils leur foutaient la paix. Et deuxièmement, parce que c'était un moyen de punition qui était plus efficace que le mitard. C'était d'enlever la télévision. Mais enfin, c'est terrible, si vous voulez. Et aujourd'hui, la prison reste ce qu'elle est. Et quand vous lisez le livre de Foucault, où il raconte bien ce qui se passe au XIXe siècle, où les gens, les philanthropes, là, interviennent, etc., bon, il n'y a rien à faire. Alors, je dis dans mon livre que la grande idée, n'est-ce pas, c'est de faire souffrir les gens. Bon, alors, c'est enraciné, il faut qu'ils souffrent. Quand, à la fin du XIXe siècle, on a fait la prison de Fresnes, il y a eu ce que Badinter appelle la loi des reins. C'est-à-dire qu'il y a eu je ne parle pas de la protestation des gens de Fresnes qui ne voulaient pas de prison chez eux, bon, très bien, mais il y a eu une protestation fantastique dans toute la presse française, on leur a mis l'eau courante dans les cellules. Or, les ouvriers ne l'ont pas. C'est pas possible. Et vous avez eu une campagne pour qu'on retire l'eau.
des prisonniers. Finalement, ils l'ont gardé. On leur a mis des rats maintenant. Mais avant, l'eau est restée quand même dans les cellules. Les tinettes aussi, bon, bien. Mais c'est terrible, c'est-à-dire cette impression de l'opinion que, au fond, la prison doit faire souffrir et que c'est pas mal. Mais on ne se rend pas compte que d'abord la prison est le lieu où se crée la délinquance. On l'oublie. Moi, j'ai défendu des grands délinquants. J'en parle dans ce livre, je raconte des gens qui ont fait des choses terribles. Mais ils sont devenus des délinquants professionnels en prison lors de leur première séance. Et je dis qu'aujourd'hui, la prison est un lieu où se crée la délinquance. Et donc, bon, ceci étant, les moyens du ministère de la Justice sont toujours aussi faibles. Oui, bah, ils économiseraient en diminuant les prisons. Hein. C'est-à-dire que le principe, ça serait plutôt bien qu'ils soient pauvres. Non, mais attendez, on va construire des prisons. C'est le leitmotiv. Un jour, quand M. Chalandon a voulu construire 13 000 prisons, j'ai écrit un article pour dire construire 13 000 prisons, ça fera 13 000 prisonniers en plus. Il construit les 13 000 prisons, et il y a exactement dans les chiffres 13 000 prisonniers en plus. J'en ai pris acte, mais j'avais quelques hontes. Et je dis qu'aujourd'hui, le problème n'est pas de construire des prisons, le problème est de réduire le nombre des prisonniers. Enfin, c'est la seule solution. C'est la seule solution. Il y a des solutions. La contrainte pénale qu'avait inventé le comité de consensus qu'avait créé Taubira et qu'elle a fait passer dans la loi, les juges ne l'appliquent pas. Mais il n'y a pas les moyens pour l'appliquer, parce qu'on n'a pas les moyens administratifs de faire des mesures de surveillance contre un certain nombre de gens. Et donc, pourtant, on sait quelque chose, hein, sur la récidive, qui est une obsession, la récidive. Alors, au XIXe siècle, le problème s'est posé. On a voté à un moment la relégation aux colonies des récidivistes. Il y a eu un débat terrible à l'Assemblée où Clémenceau a été formidable parce qu'il est encore à gauche et qui dit des choses extraordinaires. Bon, on le vote et on envoie les récidivistes. Bon, ça ne change strictement rien au taux de récidive. Mais il y a eu 2 lois qui ont changé quelque chose, qui sont dues à un sénateur modéré qui s'appelait René Béranger. Et la première loi, c'est la loi sur la libération conditionnelle, qui permet de libérer les gens sous contrainte pénale, sous contrainte, effectivement. Et la deuxième, c'est le sursis simple, qui permet de ne pas faire la peine si pendant 5 ans... C'est les 2 seules fois dans toute l'histoire de la peine où la récidive a régressé. C'est donc l'absence de prison qui fait régresser la récidive et pas... Bon, mais il n'y a rien à faire, c'est dans la tête de l'opinion. Oui, et ce qui est très beau, et c'est pour ça que la phrase de Giscard d'Estaing est intéressante, c'est qu'en fait, ce que vous montrez beaucoup dans le livre, c'est que la prison, normalement, c'est un lieu de privation de liberté, mais en fait, elle va priver de plein d'autres droits. Mais elle ne devrait pas. Le droit à l'information, le droit à la santé, le droit à la vie sexuelle, le droit à avoir des amis, le droit aux études. Et en fait, elle retire plein de droits, alors que ce n'est pas du tout son rôle normalement. Absolument. Elle devrait un droit, c'est le droit d'aller devenir, point. Voilà. Et ça, on n'a pas inventé une prison qui priverait de seulement le droit d'aller devenir et pas de l'ensemble des autres droits qui sont autour. Bien sûr, mais bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes un abolitionniste ? Pardon ? Est-ce que vous êtes abolitionniste ? Comme pour l'abolition de la peine de mort, un abolition de la prison. Vous pensez que c'est ça la solution ? On n'est pas assez radical. C'est une question qui m'a opposé à Thierry Lévy. Ouais. Bon, ou opposé. Nous avons eu des débats un peu fiévreux quelquefois sur ce sujet. Parce que j'ai une position qui est une position que je veux raisonnable. À trop vouloir, on n'a rien. Bon. L'abolition de la prison, bon, on a obtenu l'abolition de la peine de mort, c'était un tout, c'était déjà beaucoup, hein, mais enfin, c'était un absolu, bon, c'est bien. L'abolition de la prison, il faut bien dire que depuis la Révolution française, la prison est devenue la seule peine. Avec les travaux forcés, oui, la peine de mort, mais les travaux forcés, ce n'est qu'une peine de prison renforcée, en quelque sorte. Et la prison est devenue la seule peine. Alors elle est commode parce que ça va bien, la proportion, n'est-ce pas, on varie de nombre d'années, ben, bien. Et comme c'est la seule peine, aujourd'hui, elle est avec tous ce qu'on dit. Vouloir supprimer la prison, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont voulu supprimer la prison, mais nous ne la supprimerons pas dans la situation actuelle. Parce qu'il n'y a pas
dans l'état actuel de notre société démocratique, nous ne sommes pas capables de proposer une autre réponse. Bien sûr, il y a eu des criminologues importants. Il y a eu, par exemple, un homme comme Luc Hülsmann qui a proposé la suppression de la peine même. Bon, il faut être raisonnable. Voilà ce que je pense. Alors, je veux bien qu'on fasse des choses, mais c'est un combat, la suppression de la prison. Alors, je veux bien qu'on le fasse comme un truc théorique, mais bon, il ne faut pas la supprimer, il faut la réduire. Parce que cette idée qu'on va répondre autrement que par la prison. Il y a eu un grand débat à la fin du XIXe siècle avec ceux qu'on a appelés les positivistes. Ces gens-là avaient une conception, et certains sont même venus des progressistes, comme Marc Ancel, qui était président de chambre à la Cour de cassation, et c'est la défense sociale nouvelle. C'est-à-dire des conceptions qui consistaient à dire, écoutez, voilà, au lieu de répondre par la punition, on va répondre par des mesures éducatives. Ça, c'est une bonne idée. Difficile à faire passer, mais une bonne idée. On va répondre par les mesures éducatives. Mais ça pose un problème. Parce que petit à petit, cette idée des mesures éducatives, c'est-à-dire de considérer le prisonnier, le délinquant comme un malade, comme quelqu'un qu'il va falloir rééduquer, ça aboutit à des dérives. Et ces dérives, on les a vues dans les premiers théoriciens de la défense sociale nouvelle, Prince et d'autres, qui disaient « mais c'est complètement idiot, puisque ce sont des déviants qu'on ne met pas en prison et qu'on essaie en fait, il n'y a plus de juges, il y a des médecins, il y a un certain nombre de scientifiques qu'on essaye de réinsérer. Donc ce sont des gens qui ont une prédisposition à la délinquance. Pourquoi ne pas prévenir la délinquance ? Et nous allons donc prendre des mesures de prévention contre ceux qui risquent demain d'être des délinquants. » Alors, nous avons eu des véritables délires de gens qui étaient des humanistes. Nous avons eu des délires. Mais cette idée de la prévention, elle reste quand même. Parce que quand en 2008, on vote la loi sur la rétention de sûreté, qui fait que quand quelqu'un a fini sa peine, on peut, si on prévoit qu'il est encore dangereux, le garder en détention. C'est exactement cela. C'est une justice qui analyse les tendances à la délinquance et qui prend des mesures contre les gens qui ont cette tendance à la délinquance. Bon. Alors, ah oui, pardon. Or, je dis, moi, bien entendu, moi, je souhaiterais dire supprimons la prison. Mais je sais d'abord que si nous avons deux dérives, nous avons la dérive de ceux qui vont nous combattre et qui vont ridiculiser notre combat et faire que nous ne pourrons même plus la réduire. Et puis nous avons même la dérive de certains humanistes qui voudront transformer la sanction pénale en mesure médicale, en mesure illégale, etc. Donc je dis, le problème que nous avons actuellement dans la... Enfin, moi, personnellement, je sais très bien que je n'aurai pas, dans les nombreuses années qui me restent à vivre, la possibilité de voir supprimer la prison. Mais je voudrais qu'on puisse la réduire. Je voudrais qu'on puisse effectivement mieux l'encadrer, mieux faire en sorte qu'on fasse sortir les gens, qu'on les condamne moins, qu'on les fasse sortir plus tôt, supprimer complètement la prison pour les mineurs qui existe encore, essayer de trouver de nouvelles formes de prison qui existent. Il y a eu des essais. Nous avons des prisons dans les pays nordiques, comme au Danemark, par exemple, où la délinquance n'est pas plus forte, elle réduit même, qui sont des prisons qui ont des systèmes progressifs, dans lesquels les gens peuvent sortir petit à petit, etc. Bon, mais ça coûte très cher, tout ça. Ça coûte très cher. La vérité, c'est que si nous voulons... La prison, elle nous coûte très cher actuellement, mais si nous faisions un système moderne, qui est un système qui permet une réinsertion plus certaine et qui évite ce principe de la souffrance des gens, qui est un principe barbare que l'on applique actuellement et que souhaite une grande partie de l'opinion. Après tout, la réponse, c'est ça, c'est-à-dire que on dit qu'on ne va pas les faire souffrir, mais on trouve normal qu'ils souffrent. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui est barbare. Alors autrefois, on les torturait. Autrefois, on torturait les corps, c'était bien, c'était considéré comme normal. On a abandonné cela.
à la fin du XVIIIe siècle. On l'a abandonné grâce à quelqu'un qui est le marquis César de Beccaria, qui est un type formidable, un Italien de 26 ans, qui a 26 ans a révolutionné le droit pénal. Et bon, on l'a abandonné, mais depuis, on n'a pas beaucoup progressé. Et je dis que si nous voulons faire quelque chose, d'abord, il faut des moyens. Il faut qu'on se décide à faire en sorte qu'on ait des moyens importants pour lutter contre la délinquance. Cette idée absurde que qui consiste, quand il y a un délit, à augmenter les peines de prison, augmenter celui-là, c'est quand même une infraction terrible, on le condamnait à 10 ans de prison, on va le condamner à 20 ans. Bon, ça ne change rien puisque ce n'est qu'un maximum et que la plupart des gens, du temps, les gens sont condamnés à des peines qui ne seront pas celles du maximum. Mais ça ne fait rien. Si on rajoute toujours plus de peines, toujours plus de prison, on ne résoudra pas les questions. Si on veut les résoudre, il faut qu'on ait des moyens qui soient des moyens qui réfléchissent à la peine, qui pensent effectivement... Parce que le délinquant ne pense pas aux années de prison. Il sait bien qu'il fait quelque chose de mal. Mais ce qui fait reculer la délinquance, c'est bien d'autres éléments. Bon, par exemple, le nombre de voleurs de voitures a diminué. Est-ce que c'est parce qu'on a envoyé plus de voleurs de voitures en prison? Non, c'est parce qu'on a trouvé des systèmes de verrouillage des voitures qui sont meilleurs. Voilà, c'est tout. Alors, de fait, je crois que c'est très très beau, ça, comme programme de... Qu'est-ce que c'est que penser une justice qui serait indépendante de l'idée de souffrance? Ça, c'est la chose qui, à mon avis, de peine, qui serait indépendante de l'idée de faire souffrir. Ça, je pense que c'est vraiment un programme de réforme très puissant. On arrive presque à la fin déjà de l'entretien. Et je voudrais vous poser une dernière question sur un autre enjeu et un dernier, qui est le rapport entre la justice pénale et l'ordre social. Vous parlez beaucoup aussi dans le livre de ce qu'on appelait à cette époque les flagrants délits, qu'on appelle maintenant les comparutions immédiates. Bon, vous parlez aussi de la criminalisation du mouvement social. Vous avez plaidé dans l'affaire du Quai de Valmy pour Angèle Bernanos. Est-ce qu'avec cette... et vous l'avez relaxé. Est-ce qu'avec cette expérience, vous avez quand même, au fond, l'impression que la justice pénale a moins un rapport avec le crime qu'avec maintenir l'ordre social, l'ordre des classes, pénaliser la révolte, pénaliser les pauvres, et que, au fond, la justice a plus une fonction politique qu'une fonction pénale? Est-ce qu'on ne peut pas le dire, ça? Je crois qu'on peut le dire. Je crois que les juges n'en ont pas conscience. Je crois que c'est vrai que la justice, que la répression du mouvement social, cette idée qu'on va résoudre le mouvement social par une répression du mouvement social, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le mouvement social a d'autres causes. Et bon, je raconte un certain nombre de choses. Tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes, oui, il est terrible de voir ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, avec les agriculteurs, et de lire 20 pages de mon livre sur ma bataille sur les paysans. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire l'intrusion du capitalisme dans l'agriculture. Et bon, bien. Mais en même temps, vous avez aujourd'hui qui est délinquant? Bon, c'est pas de notre faute, disent les juges. Il n'y a plus de délinquants à Aubervilliers qu'à Neuilly. C'est comme ça. Alors quoi? C'est l'idée que d'être pauvre, c'est une faute? Ben non. Mais il est un fait que l'équilibre social, alors, c'est pas juste. Non. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas juste. C'est pas juste que... Bon. Mais là, ça pose d'autres problèmes d'organisation sociale, ça pose d'autres problèmes de réflexion sur les sources de la délinquance. Alors, là, ça nous amènerait beaucoup plus loin. Mais la réponse qui est donnée aujourd'hui concernant les jeunes délinquants qui sont dans des banlieues, qui sont dans un certain nombre, qui sont des pauvres. Bien sûr, il y a quelquefois des jeunes délinquants qui sont des riches, mais c'est assez rare. Ils sont des pauvres qui sont sous-éduqués parce que l'école ne remplit pas son rôle, etc. Bon. La répression qui consiste à les envoyer en prison pour en faire des délinquants enracinés n'est pas une solution. Je crois que les juges réfléchissent aussi
On peut parler de ça avec les juges. Ils s'en rendent compte, mais ils disent, on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que vous voulez? On nous amène des gars, là, ils ont volé 3 voitures, ou ils ont cambriolé 3 appartements, ils ont vendu 1 kilo de shit. On ne peut pas ne pas les réprimer. On ne peut pas. Bon, moi, je fais mon travail de juge, je suis donc bien obligé de réprimer. Oui, mais il n'y a pas de réflexion qui soit de réflexion approfondie sur le sens du droit pénal. Alors, il y a eu de temps en temps un petit essai. Christiane Taubira avait essayé, il y avait eu la conférence de consensus qui avait rendu des conclusions qui étaient pas mal. On avait réfléchi, mais déjà, la loi de 2014 était une loi très abattardie, et puis après, ça a été fini. Et il faut une réflexion qui est une réflexion sur les causes des violences, les causes des dérapages sociaux. Tant qu'on ne fera que répondre par la prison, on satisfera, on dira, bon, c'est bien, on répond par la prison, mais les juges se posent des questions, mais ils disent, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Alors, les avocats, ils sont là pour dire, vous dérapez, mais... Les juges, ils pourraient, il y a la contrainte pénale, ils ne le font pas. Ça, c'est vrai que c'est fou. La contrainte pénale, ils ne le font pas, mais ils ne le font pas. Alors, attendez, moi, il y a quelque chose que j'ai très bien connu, par exemple, c'est le sursis mis à l'épreuve. Cette idée avec obligation d'un travail d'intérêt général. C'est une idée qui est venue. J'étais fait partie d'une commission qui avait été mise en place par Badinter pour supprimer la loi anti-casseurs, la loi sécurité et liberté, enfin un certain nombre de dérapages, qui étaient des dérapages à Giscard définissantes. Donc c'était 69 la loi anti-casseurs, mais enfin bon. Et puis en placement, on a essayé d'aller plus loin. Et on a eu en particulier des rapports sur ce qui se passait en Angleterre, sur cette idée que on condamnait les gens à des travaux d'intérêt général et que ça marchait. Ce qui est curieux, c'est que les Anglais faisaient ça quand il n'y a plus d'autre solution que la prison, il n'y a plus de sursis, il n'y a plus rien. Bon. On a réussi je me rappelle, on a fait un rapport, finalement c'est un député Forny qui a pris ça, c'est passé dans la loi. Et il y a eu cette idée du travail d'intérêt général, qui donne des résultats formidables, formidables. Ça marche très bien. Le problème, c'est que où trouver le travail d'intérêt général? Alors, dans ces années-là, on essayait de trouver, il y avait des choses qui marchaient très bien. Moi, j'ai visité des chantiers dans des jardins, des trucs comme ça, des gamins qui devenaient, qui changeaient par le travail qu'ils faisaient, qui au début était un travail qui les embêtait, puis qui surtout entourés de... J'ai remarqué, par exemple, je me rappelle très bien d'un chantier dans un parc là où les jardiniers s'occupaient d'eux. Hein, et c'était pas mal. Mais le problème, c'est qu'il y a le travail d'intérêt général, on peut toujours le reconnaître, il n'y a pas de travail d'intérêt général. Autrement dit, les solutions peuvent exister, mais encore faut-il se donner les moyens. Nous avons actuellement un des derniers budgets de l'Union européenne en ce qui concerne la justice. Or, c'est le budget de la justice qui gère tout ça. Et c'est quand même extraordinaire. Sur 28, nous devons être le 24e compte tenu du nombre d'habitants, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus, si je dis une erreur, c'est peut-être qu'on n'est que le 22e, mais enfin, bon. Et ça, ces problèmes-là ne seront résolus que si on a des moyens suffisants. Il faut qu'il y ait des éducateurs, par exemple, on réduit le nombre d'éducateurs. Il faut qu'il y ait des possibilités de donner du travail aux gens qui ont... Bon, tout ça, malheureusement, la seule solution qu'on trouve, c'est la répression. Et la répression répond à l'attente de l'opinion publique, évidemment, mais la répression ne résout pas le problème. Elle ne le résout pas d'abord parce que celui qui commet un acte délinquant, au moment où il le commet, ce n'est pas la prison. Il sait qu'il fait quelque chose de mal. Il sait qu'il fait quelque chose d'interdit, mais il est certain toujours qu'il ne se fera pas prendre. Enfin bon. Donc la prison, le nombre d'années de prison n'arrête pas le délinquant. Voilà. Donc la seule chose, c'est d'avoir une politique qui soit une véritable politique de lutte contre la répression par la réinsertion, de lutte contre la délinquance par la réinsertion. Alors ça, la justice rapide des flagrants délits ou des comparutions immédiates, si certains d'entre vous ont pu voir à Paris la petite pièce de Dominique Simoneau qui raconte ça, c'est ça. Très bien, merci beaucoup.